C'est rarement mal intentionné. C'est souvent juste de la maladresse, en fait. Ça peut aussi te griller dans le sens où c'est pas forcément la bonne stratégie. Ça casse un peu la relation et on a du mal à remonter sur le cheval après. Dans cette vidéo, ils nous racontent des anecdotes inédites qu'ils ont vécues au cours de leurs années d'expérience en tant qu'investisseurs. Et en plus de ça, j'aurai une annonce exclusive à faire à la fin de la vidéo, donc regarde la vidéo jusqu'au bout. En termes de petites anecdotes que tu aurais sur ces 10 ans d'investissement, des choses qui t'ont marqué? Des choses qui m'ont marqué, quand j'ai commencé, je me suis retrouvée dans une situation un petit peu particulière où on voulait investir dans Shopmium, ce qu'on a fait. Une société s'est revendue d'ailleurs depuis la caution, une boîte américaine. Et je me suis retrouvée dans une situation un peu particulière parce que on avait remis une term sheet mais qui n'était pas complète. On avait besoin de trouver un co-investisseur. Et donc le fondateur nous avait dit écoutez, merci pour votre term sheet. Et idéalement, il faudrait que vous trouviez. Il y a peut-être des gens avec qui on n'a pas parlé dans le marché. Si vous avez des ou des co-investisseurs habituels, n'hésitez pas à leur parler de nous de manière à ce que la term sheet soit complète. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas fait le boulot jusqu'au bout de dire à l'entrepreneur mais qui t'as déjà rencontré, à qui t'as déjà parlé, pour que nous on se dise ok, à qui il reste quoi. Et en fait je me suis retrouvée à appeler un fonds qui avait mis une term sheet concurrentielle de la mienne. Alors, je lui dis ce serait génial sur cette boîte. Et là je lui dis et là, il dit sur Shopmium, oui. Et donc, parce que l'entrepreneur t'a dit qu'il allait prendre ta term sheet. Et en fait, il y a eu un bug dans le process. J'étais hyper mal à l'aise vis-à-vis de l'entrepreneur parce que j'ai cassé son process. Enfin, ça revient un petit peu à mon point de dire mettre un process, un rythme pour que les investisseurs arrivent tous quelque part en même temps et en concurrence, entre guillemets, pour que l'entrepreneur récupère la meilleure. Vous sentez mal à l'aise vis-à-vis de l'entrepreneur, quelque part, d'avoir dévoilé quelque chose qu'il ne voulait pas dévoiler, et puis d'avoir potentiellement, quelque part, créé une rupture dans son concurrentiel, où je pense qu'il aurait voulu nous mettre en concurrence l'un l'autre, et à partir du moment où on s'aidait pour investir, il n'avait plus ça. Donc, c'était un peu marrant, mais après, il m'en a pas voulu, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait cet exercice, on aurait dû. Et je me dis, après, tu pouvais pas savoir techniquement. Enfin, si lui t'avait pas dit qu'il était en contact avec ses fonds. Non, aujourd'hui, avec de l'expérience, je n'appellerais pas des fonds comme ça sans demander à l'entrepreneur son avis fonds par fonds ou sans lui faire une liste en disant qui t'a déjà rencontré par rencontré. Éviter cette situation incongrue. Mais on s'en est très bien sorti. L'investissement d'ailleurs, donc que des bonnes nouvelles et on en rigole avec le CEO maintenant. Je vais essayer d'en faire une qui met en valeur les entrepreneurs et une qui met en valeur les fonds, comme ça fera partout. Non, c'est un truc. Alors c'est pas très drôle malheureusement, mais j'espère que ça pourra aider les entrepreneurs. En fait, c'est pas chez Alven, c'est dans mon précédent fonds qui s'appelle EQT Ventures et qui était un fonds suédois et dans lequel l'équipe était composée à 100% d'assez gros profils opérationnels, donc des anciens de Spotify, de King, de Booking, très international. J'étais le seul francophone de l'équipe. Et il se trouve que je faisais venir pitcher une boîte française qui, d'ailleurs, a marché plutôt pas mal. Et l'entrepreneur était assez sûr de lui et était venu sans deck de présentation, ce qui est pas grave du tout, mais c'est une carte à jouer quand on est vraiment sûr de son pitch, quoi. Parce qu'un deck, ça permet quand même de structurer les discussions, de se raccrocher à des éléments un peu factuels, de ne pas avoir à mémoriser toutes les infos, mais voilà, donc ça ajoute un peu de support, quoi, littéralement. Et du coup, l'entrepreneur en question était venu donc à Stockholm, présenté à toute l'équipe. On était, je sais pas, genre 12-13 dans la salle, parlant je sais pas combien de langues, avec des personnes qui avaient quand même un assez gros background, etc. Et là, donc l'entrepreneur pitch sans deck, et ça dure 1 minute 30, dans un anglais vraiment à couper au couteau. Okay. Et très stressé malheureusement. Enfin, franchement, c'était c'était pas un très bon moment à passer, quoi. Et ça c'était assez dur parce que après, pendant les 45 minutes restantes du pitch, on a dû un peu ramer pour
revenir, s'assurer qu'on traite bien tous les sujets, s'assurer qu'on met bien en valeur les points forts de la boîte, parce qu'il y avait franchement des gros points forts. Et donc ça c'est peut-être une anecdote qui met un peu la lumière sur le côté c'est ok de la jouer sans deck ou quoi que ce soit, parce que en fait le formalisme, on est assez peu attentif à ça, mais en revanche il faut s'assurer que le pitch est solide et que on se met dans les meilleures dispositions possibles pour raconter la meilleure histoire possible, pour mettre toutes les chances de son côté. Et une autre, c'est pour le coup plus en faveur des entrepreneurs, mais il y a une super boîte de notre portefeuille, Encore Store, qui vient de faire une belle levée là, il y a quelques semaines. Et quand on est rentré, nous, il y a à peu près un an, en fait, entre le premier meeting avec les entrepreneurs et la term sheet, il s'est passé, je pense, 15 heures. Ah ouais. Donc c'est allé vraiment très très vite. Alors je triche un petit peu parce que en réalité les entrepreneurs on les connaissait déjà d'avant, mais c'est quand même ça montre quand même que en ce moment le marché est plutôt en faveur des entrepreneurs, et tant mieux. Ça rétablit un peu les discussions et voilà, et donc ça peut aller vraiment très très vite quoi. Et du coup, pourquoi si peu de temps? Est-ce que c'était beaucoup de chiffres, grosse opportunité, ou est-ce qu'ils avaient une term sheet, comme tu disais tout à l'heure, avec un levier un peu plus fort? Qu'est-ce qui a fait que ça prenne si peu de temps? Super question. 0 chiffre, c'était pré-launch. Okay. Donc 0 chiffre, mais non, très grosse équipe qui avait beaucoup d'expérience de son marché, qui avait vraiment pour le coup cet insight d'avoir en fait, de voir quelque chose que les autres ne voient pas. Énorme opportunité de marché, vraiment. Ça se compte en centaines de milliards, quoi. Donc énorme opportunité de marché, très grosse équipe avec une vraie expérience préalable qui montre qu'ils ont un edge, et process concurrentiel avec plusieurs term sheets qui nous ont forcé à aller vite. Si, allez, une anecdote, c'est qui m'a marqué. C'est le hasard, je pensais pas que j'allais reparler d'eux pour l'anecdote. J'ai reparlé du Yubo. Mais je trouve que ça illustre bien aussi la transparence des fondateurs et ce genre de choses. Donc Yubo, c'était une société qui avait une belle croissance que je suivais de près, mais d'autres fonds aussi suivaient de près pendant longtemps. Et puis à un moment, il a dit allez, j'y vais, moi je vais faire ma levée. J'ai commencé à monétiser, il se passe ci, il se passe ça. Je vais pas rentrer dans les détails pour respecter les secrets, quoi, mais on avance. Et puis à un moment, je fais ok, allez, on y va. Où j'envoie une offre, j'envoie une offre, et puis là, je la fais avec un autre fonds. Et puis là, l'autre fonds, quelques jours après, ça arrive rarement, il dit non, mais en fait, je ne vais plus faire l'offre, je me retire, quoi. Ce qui arrive rarement, mais ça arrive, et bon, honnêtement, vaut mieux quelqu'un qui fait ça assez tôt plutôt que qui s'engage et à la fin qui ne voulait pas le faire. Donc, et c'était fait de façon plutôt clean par rapport à d'autres fois. Mais donc là, c'est gros coup surtout pour le fondateur, quoi. J'étais là, c'est pas possible et tout. Puis après, peu de temps après, pareil, à un moment, un gros problème technique sur la plateforme, et tout d'un coup, le business qui passe quasiment à 0. Wow. Et là, le fondateur, il m'appelle, je me souviens, j'étais dans le train, il me dit il vient de se passer ça et tout. J'étais ah d'accord. Et il me dit voilà ce qui s'est passé, voilà comment on va le résoudre. Ça va peut-être prendre 3 semaines, mais il y a tel point et tout. Et il a dit de toute façon, moi je mets la levée en pause et puis on verra après. Et puis c'est ce qui s'est passé. Ils ont résolu le problème. Et après, c'est revenu comme avant. Et après, on a repris discussion. Et moi, au fil de tout ça, j'ai encore plus grandi ma conviction. J'ai dit mais ok, ce fondateur, qui s'appelle Sacha en l'occurrence, il est top parce que il est transparent. Il n'a pas essayé de me bullshiter en disant mon avis on signe vite pour après m'annoncer le truc. Il aurait eu tort parce que de toute façon il aurait rien dit, j'aurais dit c'est quoi ça et tout. Mais à l'inverse, il a été transparent et moi ça m'a fait grandir ma conviction et j'ai dit ok, il est super résilient parce que là il s'est pris et moi j'avais déjà repéré avant en suivant sa vie qu'il y avait déjà eu des coups de canif à droite à gauche et à chaque fois il continue d'avancer. Là il l'a prouvé en pleine levée et donc moi j'étais encore plus motivé après. Je dis ok, moi je veux soutenir des gens comme ça. Il y a une entreprise qu'on soutient là depuis un peu moins d'un an. Et en fait, littéralement, ils ont vu, je pense qu'ils ont dû faire 100 rendez-vous VC, quoi. Et c'est un sujet, moi, que je maîtrisais pas très bien et que j'ai appris à creuser avec eux, justement. Et
Et donc, ouais, c'était intéressant, mais j'avais un collègue avec qui je travaille qui m'a poussé un peu dessus en me disant, faut vraiment que tu creuses, etc. Moi, je pense que c'est super intéressant. Et j'ai fait des calls avec plein de gens de l'écosystème qui connaissaient mieux le sujet que moi et qui m'ont dit, ouais, non, mais finalement, on va passer. Et avec des raisons, je veux dire, des raisons qui sont dans les tout à fait. Et finalement, au final, on y allait. Et donc, voilà, c'est un de mes investissements de cette année. Et donc, voilà. Donc, franchement, fundraising, pas facile. Donc voilà, donc c'est fait partie des paris qu'on fait, on y va avec conviction. Et donc tu vois là, quand on parle d'être contrarian, quand tu signes le chèque, t'es là, tu dis bon, il y a quand même beaucoup de gens plus smart que moi sur le sujet qu'on veut et qu'on pas mis. Mais plus smart que moi sur le sujet, c'est pas forcément vrai, parce que des gens qui connaissent bien un sujet, parfois ils ont aussi des biais d'expertise, d'un angle de vue qui correspondent pas forcément au modèle précis. Là. 8 mois plus tard, l'entreprise a attiré des VC du monde entier, mais au sens propre. Et donc là, elle est en train de signer une série A, probablement ce qui sera la plus belle série A de l'écosystème en 2020. Donc c'est bon. Il y a des histoires comme ça, je n'ai pas 20 000. Hein. Je veux dire, mais par contre, des histoires comme ça, il y en a un certain nombre. Moi, j'en ai une, mais des histoires comme ça, il y en a un certain nombre dans l'écosystème. Voilà. Et donc du coup, c'est une anecdote, c'est quand même rigolo. Ça veut dire que, alors, ça veut pas dire que si tu galères à enlever, tu as des grandes chances de faire la boîte du siècle. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les VC, moi, si tu veux, l'anecdote, je trouve intéressant là-dessus, c'est de te dire à quelle vitesse ça peut se retourner. Bon, la boîte, elle a fait x20 entre temps, donc ça aide un peu aussi. Mais je veux dire à quelle vitesse le marché peut se retourner et surtout à quel point tu pourrais dire si moi, VC éduqué, qui fait ça depuis 6 ans, je dis non à une boîte, je dois savoir ce que c'est et donc a priori pour la boîte, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a 2 noms, si tu veux. Il y a un nom qui est un nom genre non mais enfin je pense que c'est pas du tout le genre de boîte qui est là. Ce nom-là de trop de VC, ils peuvent se tromper, mais ça veut, je pense qu'en moyenne ça veut dire quand même dire quelque chose. Et non de ce projet, moi j'arrive pas à me projeter dedans. Je pense que ça a l'air super. Le projet, je pense qu'il fait complètement sens, mais moi j'arrive pas à me projeter dedans. Et ce nom-là, il veut rien dire sur la performance de ta boîte. Et donc voilà. Donc ça c'est une anecdote. La vérité, c'est que la plupart des noms, c'est le premier nom, c'est pas le deuxième. Hein. Mais je veux dire. Et tu arrives à un entrepreneur, enfin toi, par exemple, quand tu dois dire non à un entrepreneur, tu es assez cash. Enfin, tu lui montres ces 2 types de noms ou tu es toujours gentil et ça ressemble toujours au deuxième nom, alors que parfois c'est le premier. Non, alors question super intéressante. Alors moi, je fais partie je pense, du petit nombre de VC qui croient vraiment à la vertu du feedback. Moi, quand j'ai rejoint ce métier, je me suis dit, déjà, de toute façon, ça me perturbait vraiment de me dire que sur 99 meetings, sur 100 meetings, j'allais dire non 99 fois. Et même si maintenant j'ai une équipe qui m'aide aussi pas mal, j'ai peut-être un ratio un peu mieux du coup maintenant, mais bon, on reste un ratio dans lequel la plupart des entrepreneurs avec qui tu discutes, au final, tu vas pas leur dire oui. Et puis tu dis oui, t'es pas garanti que eux te diront oui aussi. Hein, ça va dans les 2 sens. Hein. Moi, je pars du principe que tout ce que je peux dire à un entrepreneur qui va être en mesure, qui va accepter d'entendre, je vais lui dire. Donc, tu as plusieurs, la plupart des entrepreneurs, ils ont une attitude en fait où tu sens si tu arrives à créer une relation honnête avec eux, etc. Sur un échange, tu sens qu'ils sont super ouverts à l'échange et que tu pourras leur dire n'importe quoi. Et ils vont absorber. Tu as une petite portion d'entrepreneurs où tu sens qu'ils sont super défensifs, déjà, pas agréable, très tendus dans la relation VC, en se disant que de toute façon, t'es un gros con, c'est un VC. Et tu dis, là, cela, on va aller doucement faire quelques feedbacks un peu légers. Mais la plupart du temps, moi, j'essaie de faire un feedback le plus honnête possible, y compris sur les gens, en se disant, voilà, parce que le but, c'est de mettre blessant, d'être toujours bienveillant, mais de donner le maximum d'insight, de dire ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui m'a arrêté, ce qui te permet peut-être au mieux de te poser des questions sur ton projet fondamental en disant, attends, il y a peut-être un sujet vraiment à creuser. Et sinon, juste de se dire, alors, en middle, en termes de valeur ajoutée, de se dire, c'est intéressant que la personne ait perçu ça. Parce qu'en fait, du coup, je me rends compte que j'ai mal communiqué dessus ou que là, du coup, une personne comme ça qui connaît pas bien le sujet, je dois plus l'éduquer, etc. Et le troisième type, c'est de se dire, bon, en fait, il a rien compris, il est hors sujet, mais au moins il le sait et il se dit, bon, ok, Boris, c'est pas peine d'aller le voir parce qu'il a rien compris à mon truc. Quoi. Tu vois, mais dans tous les cas, c'est que bénéfique pour tout le monde. Et je trouve qu'il y a souvent cette attitude de dire, je vais pas trop donner de feedback parce que donner le feedback, c'est s'exposer à la critique, c'est s'exposer à dire, tu vois, t'avais tort 2 ans plus tard, etc. Bah, c'est pas grave, j'ai eu tort plein de fois, j'ai pas de problème avec ça. Donc oui, c'est super important autant que possible. Et moi, ce que je recommande vraiment aux entrepreneurs, ça peut être un autre type, c'est-à-dire c'est solliciter du feedback honnête des VC. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, s'il veut du feedback, il va pas en avoir souvent spontanément. Donc le mieux, c'est de dire, dites-moi vraiment ce que vous pensez, je prendrai rien mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre votre nom. C'est quoi votre nom? Nous, par exemple, notre nom, ça peut jamais être c'est trop tôt. Parce que genre, on fait des trucs où il y a même pas la boîte n'existe pas. D'accord. Donc après, évidemment, c'est plus tu le fais tôt, plus tu vas être très convaincu. Mais la question, c'est, ok, pourquoi à ce stade-là, je t'ai pas convaincu? Et parfois, c'est des réponses très molles. Parce qu'on passe pas 10 heures à creuser. Parfois, il y a des réponses avec des vraies opinions assez fortes. Et donc ça, c'est super important. Ce nom-là, moi, je pense que c'est très important de le motiver. Encore une fois, si l'entrepreneur n'a pas montré une fermeture ou une défiance où on se dit ça va créer plus de friction et de colère qu'autre chose. Et c'est un truc que tu fais ça aussi, du coup, vu que tu disais que le feedback c'est ultra important. Est-ce que c'est tu demandes toi aussi, par exemple, après avoir signé un round avec des entrepreneurs que tu aimais bien, tu leur demandes du feedback sur
tout le process, c'est un truc que vous faites, que vous mettez en place? C'est très intéressant, oui, absolument. Donc, post-investissement, oui, mais c'est pas là que c'est le plus intéressant parce que ça, si tu vas l'avoir dans la relation avec l'entrepreneur qui va te dire, ouais, du coup, je voulais te dire, ouais, ça, c'était super, ça, par contre, c'était moins bien. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est les 99% où il n'y a pas de tour avec eux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie tous les quelques mois un sondage anonyme aux entrepreneurs que j'ai rencontrés et leur j'en pose des questions basiques du genre, est-ce que j'étais on time? Est-ce que j'étais respectueux avec vous? Ça, c'est la question sur laquelle, si j'ai pas 10 sur 10, je me pose des questions. Est-ce que j'étais attentif? Est-ce que j'ai posé des bonnes questions? Est-ce que j'ai compris ce que vous faites? Est-ce que je vous ai fait des remarques qui vous ont apporté de la valeur? Est-ce que vous auriez envie de me choisir comme investisseur? Est-ce que vous auriez envie de choisir Partech comme investisseur? Pas juste Boris, mais la firme aussi. Tu vois, plein de questions comme ça. Si vous êtes venu au bureau, bon là, ça se pose un peu moins. Est-ce que vous vous êtes senti bien accueilli? Enfin, un tas de questions qui permettent en fait de mesurer le niveau absolu et dans le temps. Parce qu'en fait, c'est très facile dans le VC de rapidement devenir un peu déconnecté et puis de se rendre compte, t'as plus le temps et du coup, tu te rends pas compte, tu es peut-être désagréable avec les gens. Et donc ça, c'est super, super important. Donc ouais, la mesure. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est super important, c'est tous les ans, on fait un sondage auprès de nos entrepreneurs, des boîtes qu'on accompagne, et on leur pose un certain nombre de questions qui permettent de mesurer la relation qu'ils ont avec Partech, la relation qu'ils ont avec leur board member, etc. Pour comprendre un peu où on en est, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, et de se mesurer comme ça en permanence, c'est très, très important parce que on est un métier dans lequel les boucles de feedback sont longues. Alors les boucles de feedback d'un point de réussite d'entreprise, mais surtout la réussite d'entreprise, c'est pas une mesure de la qualité de notre travail, parce que je veux dire, l'entreprise peut être formidable, et l'entrepreneur peut considérer qu'on a été nul de A à Z avec eux. Donc c'est très important qu'eux puissent nous dire à tous les niveaux de l'entrepreneur à qui on a dit non, ou qui nous a dit non d'ailleurs, ça arrive, de l'entrepreneur avec qui on travaille et avec qui on vient de faire un deal pour lui demander du feedback sur le process, et les entrepreneurs qu'on a dans le portefeuille depuis quelques temps qui peuvent nous dire ce que c'est de bosser avec nous, quoi. Donc c'est très important, évidemment. Franchement, Boris, merci beaucoup. Tous tes conseils, ils étaient vraiment on point. Avec plaisir. Pour les gens qui ont envie de suivre ou potentiellement te contacter, est-ce qu'il y a un média en particulier que tu préfères? Je suis actif sur Twitter et sur LinkedIn et pas hésiter. Si vous avez un business dont vous pensez qu'il peut attirer des VC, ce qui est statistiquement pas le cas, avec grand plaisir pour entrer en contact. Super, merci beaucoup Boris. Merci à toi de m'avoir comme guest et pour l'interview. Salut tout le monde. Mon mail c'est ndeboc@ilinvest.com. Mais sinon, comme on va dire, chaque personne un peu à sa génération de réseaux sociaux. Moi, je suis la génération Twitter. Je suis un gros fan de Twitter, parce que je suis arrivé dessus en 2007. Quand ça venait d'arriver en France et on n'était pas nombreux. Et je me suis fait des amis. C'est un des rares endroits où je me suis fait des nouveaux amis via Twitter, des gens que j'ai rencontrés comme ça. Après, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Et donc, sur Twitter, je lis aussi mes messages directs. Et c'est pareil, sur Twitter, je suis @ndeboc. Et évidemment, sur Twitter, je raconte pas plutôt ma vie, c'est plutôt pour parler de tech et de suivre des choses de tech. Donc, je considère pour moi que c'est un réseau professionnel. Donc là aussi, c'est un endroit pour me contacter. Écoute, merci beaucoup Nicolas, c'était super. Merci à toi, merci pour tes questions et super format. À très vite. Pour conclure un petit peu, si les gens ils ont envie de suivre tes updates ou potentiellement rentrer en contact avec toi, c'est quoi ton moyen de communication préféré? Mail ou LinkedIn éventuellement, j'ai les deux. Voilà. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Audrey, c'était très sympa. Merci à toi Guillaume. Ciao. À bientôt. Salut. Twitter, je pense que c'est le meilleur moyen. Donc c'est @bartjjj. Et sinon par mail, Bartosz, mon prénom, @alvet.co. Je réponds à tous les mails, surtout pas LinkedIn. Il y a des gens qui s'obstinent à écrire sur LinkedIn alors que mon adresse est en clair dessus et ça m'en fout. Mais je réponds à tous les mails. Super. Écoute, merci beaucoup Bartosz et à la prochaine. Salut Guillaume. Ciao. Après avoir interviewé des entrepreneurs qui ont levé des centaines de millions et qui m'ont donné leurs meilleurs tips et conseils pour lever des fonds, puis aussi d'avoir regardé le côté investisseur et d'avoir pris leurs conseils à nouveau, j'ai décidé d'aller lever 20 millions de dollars. Avec l'EMLI, ça paraît fou, mais je me lance dans ce gros challenge. Donc d'ici la semaine prochaine, je vous dirai tout ce que j'ai entrepris pour rentrer en contact potentiellement avec un fonds qui serait OK de mettre autant d'argent. En plus de ça, je documenterai chacune des étapes et j'essaierai aussi de filmer les pitchs que je ferai en live. Je vous tiens au courant et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!